distance de 15 000 km. 15 000 km, ça équivaut à peu près à la moitié de la circonférence de la Terre. Donc, ces emails, en fait, ils vont transiter via des routeurs, ils vont être stockés sur des serveurs qui sont concentrés au niveau des data centers. Et tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. L'ADEME a estimé qu'un email avec une pièce jointe de 1 mégaoctet, ça représentait la consommation d'une ampoule de 60 watts qu'on allumait pendant 30 minutes. Donc, on voit bien que ça a quand même un impact et que ce n'est pas anodin d'envoyer un email. Donc, quelques petites astuces ou idées pour un peu réduire l'empreinte environnementale des échanges via la messagerie. Donc, tout d'abord, envoyer moins d'emails. Donc, une idée, par exemple, c'est quand on est sur des listes de diffusion, de ne pas faire des répondre à tous pour juste dire document bien reçu, bien réfléchir en fait à qui on envoie ces emails. On peut aussi trouver des alternatives. Par exemple, utiliser le téléphone. Ici, sur le centre de l'IRD à Montpellier, on a les téléphones qui sont reliés, donc c'est moins énergivore. On peut aussi écrire les messages, des emails au format texte plutôt que HTML, ça consomme moins d'énergie. Bien sûr, optimiser l'envoi des fichiers en pièces jointes, donc comme on le fait nous à Mivegec, déposer temporairement sur des sites spécialisés. Sinon, l'alternative, si vraiment on ne veut pas passer sur des liens comme ça, compresser les pièces jointes et utiliser des images ou des PDF en basse définition. Si on veut ajouter une signature dans son email, l'idéal, c'est de ne pas mettre de logo ni d'image. Et bien sûr, ce qui est très énergivore, ce qui coûte beaucoup d'énergie, c'est de stocker les emails sur les serveurs. Donc, il est important de nettoyer régulièrement sa boîte mail, trier quand on reçoit des emails, les trier, les classer. Comme ça permet de voir plus facilement les emails qu'il faut éliminer. Bien sûr, ne pas oublier de vider sa corbeille ou les spams régulièrement, sinon ça continue à être stocké sur les serveurs. Et puis, se désabonner aux newsletters qui sont non lus. Des fois, c'est vrai qu'on est abonné, on ne fait pas attention, mais tout ça aussi, c'est de l'énergie. Et enfin, la solution idéale, ce serait de stocker ces emails en local. Mais malheureusement, nous, avec Partage, là, c'est un changement de stratégie qu'il y avait par rapport aux anciens moyens de boîte mail. Voilà, c'était la Minute Verte. Je vous laisse maintenant avec Julien. Merci Anne pour cette présentation. Nous allons passer la parole au groupe comportement qui a une annonce à faire. Donc, bonjour à tous, c'est juste, comme le dit Ange, une petite annonce rapide pour vous signaler la rentrée du groupe d'animation comportement. Donc, avec ces réunions qui ont lieu un jeudi sur deux à 14h30. Pour rappel, l'objectif de ce groupe, c'est vraiment des rencontres informelles pour discuter autour de protocoles, de papiers, de résultats non publiés ou de nouveaux matériels. Le but, c'est vraiment d'échanger, de profiter de l'expertise des uns et des autres. Donc, pour ça, tout le monde est le bienvenu. Et bien sûr, on peut avoir parfois des séminaires, mais à partir de cette année, on essaiera de les faire en commun avec le groupe d'animation séminaire de Mivegec, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec Julien. Donc, si vous avez besoin, si vous avez envie de rentrer dans le groupe ou de participer, vous pouvez soit contacter Angélique Porciani, David Carrasco, Carlo Costantini ou moi-même, Olivier Roux. Donc voilà, ce sera tout. Je vous remercie et à bientôt donc. OK. Merci. Cet après-midi pour ce séminaire, nous accueillons le chercheur Julien Pompon, qui est un entomologiste et qui a intégré l'unité en 2016. Il travaille sur les mécanismes de transmission des maladies virales émergentes, dont la dengue, fièvre jaune, chikungunya, par les moustiques vecteurs. Julien nous en dira de plus belle lors de sa présentation. À toi, Julien. Merci Ange et merci à tout le monde d'être présent pour cette présentation. Voilà, j'aurais bien aimé la faire en présentiel, c'est vrai, mais là, on va faire comme ça. Puis en plus, c'est vrai que c'est enregistré, c'est bien. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que j'avais initié à Singapour et qui est en cours de finalisation et de publication, qui traite de l'impact de l'infection de la dengue sur le comportement du moustique. Et le titre est
qui contient aussi la conclusion, est que l'infection par le virus de la dengue modifie le comportement de piqûre du moustique pour augmenter la transmission. Alors, la dengue est une maladie mondiale en expansion. Comme on peut voir sur cette carte, il y a une distribution dans quasiment toute la zone tropicale et subtropicale. Bon, cette carte n'inclut pas l'Afrique et pourtant il y a des cas de dengue, on le sait. On voit aussi des petits points rouges qui indiquent des cas de dengue en Amérique du Nord et aussi en France. Et il y en a aussi en Italie et dans d'autres pays européens. Donc, la dengue est une maladie globale, mondiale, présente principalement dans les zones tropicales et subtropicales, mais l'expansion du vecteur fait que sa présence s'élargit et qu'il y a maintenant des transmissions autochtones dans les pays à climat plus tempéré. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et quand on regarde l'historique de la dengue après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une augmentation exponentielle des cas dans le monde. Là, ça s'arrête en 2005 par là, mais la croissance progresse. Et les facteurs qui sont liés à cette augmentation des cas de dengue mondiaux sont liés à l'augmentation de l'urbanisation, l'augmentation des transports mondiaux et aussi au changement climatique. Et étant donné que ces trois facteurs ne risquent pas de se réduire dans les prochaines décennies, on peut, avec une certaine certitude, assumer que les cas de dengue vont continuer à augmenter dans le monde. Alors, la dengue est transmise par les moustiques, principalement du genre Aedes, et on peut voir ici un schéma simplifié de son cycle de transmission. Donc, un individu infecté va être piqué par un moustique non infecté. Ensuite, dans le sang, il y a le virus qui va se multiplier dans le moustique, et au bout de 10 à 14 jours, le moustique va être capable de transmettre dans la salive des particules virales qui vont lui permettre, qui vont infecter un nouvel hôte et qui va développer les symptômes ou pas, mais la plupart, non, qui va être malade et qui va ensuite être piqué par un moustique, etc. Donc, il y a plusieurs étapes. On voit avec ce cycle que le comportement de piqûre du moustique est vraiment clé pour définir la capacité de transmission de ce virus. Et ce que l'on sait sur les facteurs qui attirent le moustique à l'homme, c'est qu'à longue distance, il est attiré par un vent une plus forte concentration en CO2 que notre corps exhale. Plus le moustique se rapproche, plus il va intégrer d'autres paramètres tels que l'odeur, la vision, et quand il se rapproche de l'hôte, de l'homme, il va intégrer aussi la température, la chimie de la peau qu'il va pouvoir détecter lorsqu'il se place lorsqu'il atterrit sur la peau. Et donc, le moustique intègre dans une sélection multimodale tous ces paramètres pour sélectionner un hôte. Et c'est par là qu'il est attiré par l'hôte. Une fois qu'il a atterri sur la peau, le moustique va insérer, donc ici on a un schéma, il va insérer son proboscis dans la peau. Donc ici on a l'épiderme, le derme, et il va insérer son proboscis pour aller jusqu'à une veine dans laquelle il va se nourrir de sang. Le long de ce chemin du proboscis dans la peau, le moustique va relarguer de la salive pour limiter la sensation de piqûre, pour limiter la coagulation et pour limiter la réponse immunitaire principalement. Et dans cette salive se trouvent donc des composés protéines virales qui ont ces impacts anti-hémostatiques et autres que je viens de mentionner sur la peau, mais aussi les particules virales qui, elles, vont être déposées au niveau de la peau, principalement avant la piqûre de la veine. Et c'est ces particules virales dans la peau qui vont se multiplier dans la peau et ensuite être emmenées dans les nodules lymphatiques pour déclencher
une infection systémique et donc déclencher l'infection. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est que ce sont les virus, c'est l'infection de la peau par les virus présents dans la salive est nécessaire à une infection systémique. Le virus qui est relargué dans le sang est relargué en très faible quantité et ces virus-là n'entraînent pas une infection systémique. Donc, il est clair ici que le comportement de piqûre a un impact sur la transmission et on peut résumer ce comportement de repas sanguin du moustique en plusieurs étapes. Il y a d'abord la sélection d'hôtes avec une sélection à long range avec différents paramètres. Ensuite, le moustique se rapproche de son hôte. Ensuite, il y a le short range et ensuite, il rentre en contact. Et à chacune de ces étapes, le moustique va intégrer différents paramètres pour sélectionner son hôte. Le comportement de sélection d'hôte se termine quand il y a insertion du proboscis dans la peau et commence là le comportement de piqûre qui va commencer par le probing, c'est-à-dire l'insertion du proboscis à la recherche d'une source de sang. Ensuite, il y a l'ingestion de sang et une fois que le moustique a atteint satiété de sang, il va retirer son proboscis et ensuite s'échapper. L'objectif de ce projet était de déterminer si et comment l'infection par le virus de la dengue influence la transmission, afin de comprendre quels sont les paramètres qui influencent la transmission et l'épidémiologie de la dengue. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant au niveau de l'influence de l'infection sur le comportement du moustique? Alors, au niveau d'abord de la première partie du comportement de repas sanguin, la sélection d'hôtes, 3 études exactement ont montré qu'il y a une augmentation de l'activité motrice. Donc, le moustique, en étant plus actif, pourrait avoir plus de chances de rencontrer un hôte. Il a été aussi montré que les moustiques infectés par la dengue sont plus sensibles à des odeurs humaines synthétiques. Donc, d'après ces 2 études, ces deux facteurs qui augmentent avec l'infection, on pourrait s'attendre à ce que l'infection augmente l'attraction à l'hôte. Cependant, 2 autres études ont montré qu'il y avait une diminution de l'attraction à l'hôte quand les moustiques étaient infectés par la dengue. Du côté du comportement de piqûre, une étude de 1997 a montré que l'infection augmente le temps de piqûre à 5 jours, 8 jours et 11 jours après l'infection. Cependant, la même étude a montré qu'à 7 jours, 9 jours, 10 jours et 20 jours, il n'y avait pas d'effet. C'est assez surprenant que sur ces jours intercalés entre un effet et pas d'effet, c'est un résultat assez surprenant. Ensuite, une autre étude de 2013 a montré qu'il y avait un allongement, qu'il n'y avait pas d'impact sur le temps de piqûre, mais qu'il y avait un allongement du temps d'ingestion du sang. Donc là, c'est la deuxième partie, la deuxième séquence du comportement de piqûre. Mais une étude de 1995, qui est très citée, a montré qu'il n'y avait aucun effet sur le comportement de piqûre de l'infection. Donc, comme on peut voir, l'état de l'art actuel est assez, pour le moins, incohérent et parfois même, les études se contredisent. Nous avons attribué ces contradictions à des limitations techniques et méthodologiques de ces études précédentes. En effet, la plupart de ces études utilisent un faible nombre de répétitions. Souvent, moins de 10 moustiques sont étudiés. Parfois, certaines études ont observé le comportement sur des souris mortes. Ou encore, d'autres études ont calculé, pareil, moins d'une dizaine de paramètres pour évaluer le comportement. Et aucune de ces études n'a utilisé de vidéos à haute résolution qui pourraient permettre d'avoir une vision précise du comportement du moustique. Donc, la première étape de ce projet a été de développer un essai à haute résolution pour observer le comportement du moustique. Pour ça, nous avons fabriqué une petite cage en plexiglas qui faisait donc 1 cm sur 1 cm² au niveau du dessus. Il y avait une moustiquaire ici qui permet aux moustiques de piquer au travers. C'est la zone de contact avec la souris, vous verrez ensuite. Ensuite,
Nous avons pu observer avec une vidéo à haute résolution les 7,5 millimètres avant le contact avec la souris. Et nous avons arbitrairement appelé cette zone short range. Ensuite, nous avons considéré que tout ce qui était en bas, et donc non filmé, plus bas, était le mid-range. Nous avons mis des moustiques dedans, évidemment. Et ensuite, nous avons aussi construit une sorte de plateforme qu'on peut voir ici, avec une plateforme supérieure qui permettait de mettre une souris rasée au niveau du ventre, anesthésiée, et une plateforme inférieure dans laquelle on avait mis 4 de ces petites cages d'observation, l'une à côté de l'autre, et on a mis un moustique infecté, un moustique non infecté, un moustique infecté, un moustique non infecté, de façon alternative pour pour observer les deux types de moustiques, les deux conditions en même temps. Et ensuite, ce qu'on pouvait faire avec cette plateforme, c'est soulever le deck inférieur pour que les cartouches rentrent en contact avec le ventre de la souris. Et à ce moment-là, dès que les moustiques étaient en contact avec la souris, on a utilisé une vidéo à haute résolution avec une lumière suffisante pour pouvoir observer les moustiques, et on a filmé le comportement du moustique pendant 30 minutes. Alors, on a utilisé 30 minutes parce que 30 minutes nous permettait d'avoir le comportement de repas sanguin complet, c'est largement suffisant, mais aussi d'avoir des répétitions. C'est-à-dire que si le moustique fait sa sélection d'hôtes, mais s'arrête avant la piqûre, nous pouvions observer ça, et on pouvait observer aussi s'il recommençait ou pas. Nous pouvions observer aussi si le moustique piquait et n'arrivait pas à atteindre le sang, et ensuite ressortait et recommençait. Donc sur 30 minutes, on pouvait observer le cycle complet de comportement de piqûre, et aussi les répétitions ou les échecs. Permettre au proboscis de pénétrer dans la peau. Et on voit ici l'abdomen qui gonfle sous l'effet de la consommation de sang. Et on pouvait, grâce à cette vidéo de résolution, mesurer la taille de l'abdomen avant et après. Donc je vais vous montrer une petite vidéo, parce qu'on avait donc un certain nombre de vidéos, 50 moustiques en fait infectés et non infectés. Et ce que l'étudiant en master, Ben, a fait, c'est de regarder chacune des vidéos et de mesurer quand et à quel moment le moustique faisait tel ou tel comportement. Donc, voilà un peu la vidéo. Donc voilà, en fonction, je ne vais pas vous montrer les 30 minutes, évidemment, mais une séquence voilà, représentative. Donc là, on voit que le moustique bouge les jambes. Là, il descend, on note, il descend. Il est out of short range, donc dans le mid-range. Ensuite, il remonte, walking on wall, falling. Donc, on notait tous ces comportements. Et là, on voit qu'il insère son proboscis. Paf, voilà, l'abium est plié. Il insère, on rentre. Et là, on voit le sang qui commence à rentrer. C'est assez rapide. Et on peut aussi mesurer la taille du proboscis inséré, ce qu'on a fait évidemment. Donc, combien est-ce qu'il en met entre ce qu'il avait au départ avant l'insertion et après. Voilà, donc on a le temps, les mesures, où se trouve le moustique, le type de comportement. Donc, on enregistre tous ces paramètres à l'aide d'un petit logiciel aussi qui avait été fait, donc un logiciel maison où on a juste à cliquer sur les types de comportements, on a le temps en parallèle, donc ça permet un peu d'augmenter la rapidité de ça, parce que ça prend du temps, il faut regarder chaque moustique pendant 30 minutes, et on en avait une centaine à peu près. Donc on va bientôt le laisser finir la vidéo. Donc on voit bien son abdomen qui se remplit
âme sensible, s'abstenir, effectivement. Et on voit bien, voilà, là, il a fini. Il va bouger son proboscis à l'intérieur de la peau pour arriver à le sortir. On dirait qu'il est coincé, celui-là. Et on voit bien aussi ici la petite vibration qui s'opère. Et ça a été démontré par une autre étude, en fait, que le proboscis est fait de plusieurs stylets, donc plusieurs petites demi-tubes, et qu'en fait, c'est la vibration comme ça. Il y a une très légère vibration des deux stylets qui va permettre de cisailler la peau pour passer. Donc là, il fait la même chose pour rentrer et pour sortir. Voilà. Donc, le développement de notre essai pour observer le comportement consistait dans ces plusieurs étapes. D'abord, on a enregistré le comportement pendant 30 minutes. Ensuite, on a annoté avec un logiciel maison chaque vidéo en prenant le temps de chaque type de comportement. Ensuite, nous avons calculé 80 paramètres comportementaux en essayant d'être vraiment exhaustif. L'idée était de ne pas avoir d'idée préconçue sur ce qu'on veut observer et donc de tout mesurer. Le temps à la première piqûre, le temps à la première insertion, le temps pour arriver au short range. Même on a observé le grooming du proboscis, on a mesuré ça, les rapports entre la piqûre, le grooming. On essaie d'être, 80 paramètres, c'est assez conséquent. Et pour calculer ça, on a mis au point une macro visuelle basique. Et ensuite, donc, avec ces 80 paramètres, on a essayé de les ordiner dans des facteurs. On a fait en fait une analyse factorielle sur une matrice de corrélation, c'est-à-dire que tous les paramètres ont été corrélés ensemble. Tous les paramètres qui étaient corrélés ensemble ont été mis dans un facteur. Et ce facteur donc, agrège tous les paramètres qui réagissent de la même façon pour tous les moustiques, infectés ou non infectés. Et donc ça nous a permis des comportements complexes qui pouvaient, par exemple, être reliés au grooming du proboscis et à la rapidité de piqûre. Voilà, on voulait être, encore une fois, tout à fait naïf vis-à-vis de ce qu'on allait observer. Et ensuite, ces facteurs, ont été interprétés biologiquement en fonction de la composition de chacun de ces facteurs. Donc, par exemple, je vous montrerai des exemples après quand on fera l'analyse. Et enfin, chacun des paramètres a été analysé par un test de significativité, le t-test en l'occurrence. Donc, quels sont les avantages de cette méthode statistique multivariée? Et c'est en gros qu'on n'a pas d'idée préconçue. C'est une analyse ouverte, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on essaie d'être le plus exhaustif possible sur ce qu'on regarde, et c'est les données qui, par le biais de l'analyse statistique, vont nous faire émerger les tendances. Ensuite, c'est partiellement automatisé, donc l'analyse comportementale est quand même assez lourde, surtout pour le moustique, mais là, on a essayé d'optimiser au maximum. Ensuite, c'est une haute résolution au niveau de la vidéo, et tout ça nous permet d'avoir ce qu'on peut appeler high throughput behavioral data, avec 80 paramètres, une centaine de moustiques observés, et tout ça analysé en 2 ans. Et enfin, on peut révéler des comportements complexes. Ça va un peu dans la même idée que de ne pas avoir d'idée préconçue. Ici, on voulait pouvoir lier les différents comportements individuels dans des comportements plus complexes. La limite de cette étude est liée au fait qu'on utilisait des souris et pas des hommes, et donc il est quasiment évident que le comportement va varier en fonction de l'espèce, surtout pour le moustique Aedes aegypti qui a une préférence marquée pour la nourriture de sang sur l'homme. On a utilisé une seule souche de dengue, le sérotype 2, une seule période extrinsèque d'incubation, une seule dose d'inoculum. Donc, il faut bien garder à l'esprit que ce qu'on a trouvé est valable dans les conditions de notre système. Et on a aussi utilisé une colonie de moustiques de laboratoire. Et il est possible que, tout comme le virus pourrait affecter le comportement, la génétique du moustique pourrait aussi affecter sa réaction à l'infection. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant au niveau de l'effet de l'infection sur le comportement de sélection? Parce qu'on a analysé donc séparément les paramètres liés au comportement de sélection et les paramètres liés au comportement de piqûre. Alors d'abord, pour le comportement de sélection, voici par exemple un exemple
d'un facteur que nous avons, qui a émergé avec l'analyse factorielle. Ce facteur est composé de paramètres P, 8, etc., tels que le nombre d'événements immobiles à courte distance, le nombre d'événements de marche à courte distance, la durée des événements de marche à courte distance, le nombre de marches en contact, le nombre d'événements immobiles, le nombre de marches, la durée de l'activité de marche. En fonction de l'influence positive ou négative sur le facteur, on a interprété ce facteur comme restlessness, c'est-à-dire agitation. Voilà, donc ce facteur 1 correspond à l'agitation du moustique. Et ensuite, donc, on a obtenu 9 facteurs différents en ce qui concerne le comportement de sélection. L'agitation, comme je vous disais, le manque d'attraction à l'hôte, l'attraction à l'hôte, le grooming du proboscis, donc c'est le nettoyage du proboscis, le nettoyage des ailes, l'attraction à l'hôte à courte distance, la recherche de cues, c'est les indices au niveau de la peau, le wriggling. Donc ce qu'on a observé, c'est que le proboscis en fait bougeait un petit peu, c'est-à-dire comme s'il cherchait quelque chose sur la peau, une sorte de petits mouvements du proboscis avant l'insertion, et proboscis wriggling encore, mais sans de relation avec le probing. Donc parmi ces 9 facteurs qui représentent des comportements complexes, on a observé la valeur que chacun de ces facteurs avait pour les moustiques contrôle, qui n'ont pas été infectés, et les moustiques infectés. Et on voit que seuls 2 facteurs sont significativement affectés par l'infection, l'attraction à l'hôte, qui est augmentée par l'infection, et l'attraction à l'hôte à courte distance, qui est aussi augmentée significativement par l'infection par la dengue. Cependant, donc, ici était la cage d'observation. On voit bien que le moustique, dans son comportement de sélection, est un peu biaisé. Il ne peut pas voler, il est très proche de la souris. Et c'est pourquoi on a voulu observer le comportement de sélection dans des conditions un peu plus proches de ce que vit le moustique, c'est-à-dire où il peut voler. Et on a mis 10 moustiques dans une cage qui faisait 30 cm sur 30 cm, avec une souris anesthésiée au-dessus, et on a mesuré le temps que le moustique pour arriver au contact de la souris, donc pour évaluer l'impact de l'infection sur l'attraction de l'hôte dans des conditions, dans des cages un peu plus larges. Et ce qu'on observe ici, c'est que donc, le pourcentage de moustiques qui sont en contact ici avec la souris est plus important sur les 30 minutes d'observation pour les moustiques infectés en rouge que pour les moustiques contrôle. Donc ici, avec cette étude à haute résolution et avec cette confirmation dans une cage plus grande, on montre que l'infection par la dengue augmente l'attraction à l'hôte significativement. Ensuite, on a observé de la même façon ce qui pouvait se passer au niveau du comportement de piqûre. Donc, par le biais de la même analyse factorielle, on a trouvé 5 facteurs que nous avons interprétés comme l'efficacité de probing, efficacité dans le sens où le probing est l'étape, la séquence de ce comportement qui permet de d'atteindre le repas sanguin. Donc, c'est l'efficacité à aller jusqu'à ce repas sanguin par le probing, l'appétit pour le sang, l'activité du proboscis durant les piqûres qui ont amené à un repas sanguin. Ce qu'on a défini comme successful bite, c'est une piqûre de moustique qui a amené à un repas sanguin. Et indirectement, unsuccessful bites, c'est ce qui n'amène pas à un repas sanguin. Et donc, on a pu observer l'activité du proboscis, c'est-à-dire combien de temps il bougeait, combien de mouvements du proboscis il faisait avant de trouver le repas sanguin ou pas. Et donc, on a ces deux facteurs-là. Et enfin, le dernier facteur qui correspond à la capacité d'ingestion du sang.
en gros, est-ce que le moustique, combien de sang prend le moustique et est-ce qu'il a le temps qu'il lui faut. Parmi ces 5 paramètres, seul le facteur 1 était significativement affecté par l'infection. Et en l'occurrence, les moustiques infectés sont moins efficaces dans leur comportement de probing, donc dans la recherche de sang. Plus spécifiquement, quand on regarde les paramètres individuels qui ont nourri et qui ont aidé à construire ce facteur de comportement complexe, on voit que ce qui ressort, c'est que les moustiques, quand on regarde le paramètre du nombre de piqûres non successful, eh bien, lorsque le moustique est infecté, il doit faire il fait plusieurs piqûres qui n'amènent pas au repas sanguin avant de faire une piqûre qui amène au repas sanguin. Et en gros, l'infection augmente le nombre de piqûres avant repas sanguin. Okay. Donc, si je résume ce que nous avons observé à partir de cet essai à haute résolution, d'une part, l'infection augmente l'attraction à l'hôte. Donc, l'effet sur la transmission est assez trivial. Plus le moustique est attiré, plus il va transmettre, logiquement. Et ensuite, on a aussi trouvé, au niveau du comportement piqûre, donc comme c'est écrit ici, qu'un moustique infecté va piquer plusieurs fois, 2 fois plus en l'occurrence, avant de pouvoir prendre un repas sanguin. Et là, l'impact de ces piqûres courtes qui n'amènent pas au repas sanguin est intéressant. On ne sait pas s'il y a transmission à chaque fois. Donc, c'est ce que nous avons voulu savoir. Est-ce que chaque piqûre courte transmet le virus? Pour cela, nous avons développé un nouveau modèle de souris wild type, c'est-à-dire que d'habitude, les souris qui sont utilisées pour la transmission de la dengue sont des souris immunodéprimées parce que le virus est sensible à l'immunité de la souris. Ici, nous avons travaillé sur une souris wild type, donc immunocompétente, qui ne développe pas longtemps le virus, mais qui, pendant 24 heures, arrive à développer, elle peut être infectée au niveau de la peau et des premiers tissus de l'infection. Donc, en développant ce modèle, on a voulu être encore plus stringent sur la capacité de transmission du moustique dans ce modèle de souris immunocompétente. Et donc, ce qui a été fait à Singapour, c'est de prendre un moustique infecté, de le laisser piquer une souris pendant un certain temps, en général, il piquait assez rapidement, et de déranger le moustique après 20 secondes. D'après l'étude préalable, on savait que très peu de moustiques arrivent à atteindre une veine et se nourrir avant 20 secondes. Donc, on voulait juste une courte piqûre pour récapituler les piqûres répétitives avant le repas sanguin. Et donc, on a laissé le moustique piquer 20 secondes, on lui a laissé 10 minutes pour se reposer, et ensuite, on l'a laissé repiquer 20 secondes, 10 minutes pour se reposer, et encore, on l'a laissé piquer 20 secondes ici. Ce qui a été fait ensuite, c'est de découper la zone de peau où la souris avait été piquée et de quantifier le virus dedans. Donc, on voit ici, on avait le nombre de copies de dengue par milligramme de tissu de peau. Et d'abord, quand on regarde le taux d'infection, infection rate, on voit que 8 des 8 moustiques, 8 des 8 piqûres étudiées ont engendré une transmission jusqu'à la 2e piqûre et seulement 7 sur 8 au niveau de la 3e piqûre. Ensuite, quand on regarde la quantité de virus à 24 heures après la piqûre, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre la 1re et la 3e piqûre. Ici, les couleurs ne sont pas pour faire joli, mais chaque couleur représente le même moustique piquant 3 souris différentes. Donc, par exemple, si on prend le bleu clair ici, on voit que le 1er niveau de piqûre est ici, le 2e ici et le 3e ici. Et ça varie de façon assez aléatoire, il ne semble pas y avoir de tendance. Ce qu'on sait lors de l'infection, c'est
comme je vous disais avant, c'est que le virus infecte la peau, se multiplie dans la peau, et ensuite, il y a des cellules myéloïdes qui sont infectées et qui emmènent le virus au niveau des nodules lymphatiques. Et c'est là que commence l'infection systémique. Donc, pour vérifier s'il y avait bien eu transmission, nous avons aussi quantifié le virus dans les nodules lymphatiques drainants au niveau du ventre. Et on va commencer pareil par regarder le taux d'infection. Donc là, cette fois-ci, il y a toutes les piqûres, même jusqu'à la 8e, qui ont engendré une transmission puisque le nodule est infecté. Et alors, ce qui s'est passé ici, peut-être, sur ce manque d'infection au niveau de la peau, mais qu'on retrouve au niveau du nodule, c'est que le virus a été éliminé au niveau de la peau, mais qu'il a eu le temps d'être emmené dans le nodule lymphatique, où là, il s'est répliqué. Et donc, ici, en observant l'infection au niveau des nodules, on voit qu'il y a eu transmission jusqu'à la 3e piqûre à chaque fois. Donc, en conclusion de cette expérience, on peut dire que le virus est transmis à chaque courte piqûre. Du coup, on se retrouve avec les 2 observations au niveau du comportement, c'est-à-dire l'augmentation de l'attraction de l'hôte et la diminution de l'efficacité de probing, qui ont un impact validé sur la transmission. Et là, ce qu'on a fait, c'est essayer de modéliser l'impact de ces modifications comportementales sur l'épidémiologie du virus. Pour cela, on a utilisé un modèle compartimentalisé avec le taux de piqûre des moustiques infectés qui varie. Et lorsqu'on utilise les données pour les moustiques non infectés, on trouve un R0 qui correspond au nombre d'humains infectés par un moustique infecté à 2,5, ce qui correspond à ce qui a été trouvé de façon avec des données épidémiologiques. Quand on modifie ce modèle pour changer le comportement de piqûre du moustique et intégrer les changements liés uniquement à la sélection de l'hôte, on augmente le R0 à 3,15. Quand on intègre uniquement les altérations du comportement au niveau de la piqûre, on augmente encore plus à 4,19 personnes infectées par un moustique. Et quand on groupe les changements liés à l'infection au niveau des 2 comportements du repas sanguin, on fait plus que tripler le taux de transmission. C'est extrêmement significatif. Et donc, cette modélisation nous permet de conclure que les changements de comportement triplent le taux de transmission. En conclusion de cette étude, donc, on peut dire qu'on a développé un essai à haute résolution pour décrire le comportement du moustique. Le modèle de la plateforme, tout comme le modèle de la petite cage seront disponibles en ligne et c'est possible de le fabriquer en 3D comme Betsabé a fait dernièrement, avec une imprimante 3D, pardon. Donc, on espère que cet essai à haute résolution sera utilisé par d'autres labos pour décrire le comportement de moustiques. À l'aide de cet essai, on espère avoir obtenu suffisamment de données pour démontrer l'impact de l'infection sur le comportement du moustique, qui est une augmentation de l'attraction à l'hôte et une diminution de l'efficacité de piqûre. Ensuite, en développant aussi un nouveau modèle de souris immunocompétente, on a aussi démontré que le moustique peut transmettre le virus à chaque piqûre courte. Et enfin, en utilisant un modèle mathématique, on a montré l'impact énorme de ce changement de comportement sur le taux de transmission. Et donc, avec ces données et cette étude qui est, il faut garder à l'esprit, dans des conditions réductionnistes contrôlées, ça illumine tout de même les résultats de ce modèle. Ça illumine les résultats, ça illumine ce qu'on observe sur le terrain. En effet, il a régulièrement été observé que des personnes dans la même maison développaient les symptômes de dengue dans la même journée.
Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé aussi à Singapour. C'est rigolo, mais avec ma femme, on a développé les symptômes de dengue dans les mêmes 24 heures et on a certainement été piqué par le même moustique 5 à 10 jours avant. Et ce qu'on observe au niveau du comportement peut très bien expliquer cela, c'est-à-dire que le moustique infecté va être plus attiré par les humains, par l'hôte, va piquer une première fois un premier humain, mais ne va pas réussir à atteindre le sang, et il va aller sur l'humain qui est juste à côté, piquer un autre humain et transmettre du coup 2 fois le virus en un temps très court. Et enfin, ces données sur l'impact de l'infection sur le comportement du moustique, nous espérons qu'elles seront intégrées dans les prévisions, dans les modèles mathématiques, ce qui aidera à mieux comprendre l'épidémiologie pour mieux cibler les traitements en lutte vectorielle. Voilà, cette étude est une étude clairement transdisciplinaire et je voudrais remercier donc tous ceux qui ont participé à ça. Benjamin Wong, qui était l'étudiant master qui dure 2 ans à Singapour, qui a fait toutes les expériences de comportement. Wilfried, un Français expatrié aussi à Singapour, et son PI Ashley, qui ont fait tout le travail sur la souris. James et Adam, qui sont les experts en comportement, mais qui travaillent sur la drosophile. Et c'est vrai que cette étude est née d'une discussion qu'on a eue ensemble à ce niveau-là, au niveau du comportement. Et enfin, Benjamin, qui est de la maison et qui a fait le travail de modeling mathématique. Et aussi, voilà, je veux remercier l'équipe iHat. Voilà. Merci pour votre attention et n'hésitez, je suis disponible si vous avez des questions. Ok, merci à toi, Julien, pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, Anna. Pardon, est-ce que tu peux... C'est bon. C'est super beau, Julien, merci. Hein. C'est vraiment très intéressant et en fait, ça correspond bien à ce qui a été trouvé chez Plasmodium. Donc, c'est génial. J'avais une question, en fait, par rapport à l'extrinsic incubation period. En fait, tu as dit que tu as utilisé un seul. Un truc qui avait été fait chez Plasmodium, qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient utilisé 2 moustiques avec 2 stades de transmission. Des stades non transmissibles, donc avant que les parasites soient transmissibles, et des stades transmissibles. Et ça leur avait permis de vraiment pouvoir dire que c'était vraiment de la manipulation, en fait. Parce que, et en fait, ils avaient vu que quand les parasites étaient dans des stades non transmissibles, il y avait une baisse de la traité. Donc, en fait, les moustiques piquaient moins. Parce qu'évidemment, le parasite n'a pas intérêt à que les moustiques piquent quand le parasite n'est pas transmissible parce que ça ne sert à rien et toute piqûre entraîne un risque de mortalité pour les moustiques, en fait. Donc, je me demandais, en fait, si vous auriez pu faire quelque chose d'équivalent, en fait, d'avoir, au lieu de 2 traitements, avoir 3 traitements non infectés avant que le virus soit transmissible et avec des stades transmissibles. Merci pour ta question, Anna. Le reviewer nous a demandé un truc comme ça, mais c'est vrai que ça devait venir de Plasmodium que je connais beaucoup moins bien que lui. Mais là, en fait, on peut difficilement avoir un moustique qui est infecté au niveau des glandes salivaires, donc qui est capable de transmettre, et surtout infecté au niveau des glandes salivaires et du cerveau. Parce que je pense que c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est lorsque l'infection atteint les zones qui sont impliquées dans la piqûre, qu'il y a un effet sur le comportement. Et on ne peut pas avoir un moustique infecté dans les glandes salivaires qui ne transmet pas, qui n'a pas de virus dans la salive. Mais pas infecté dans les glandes salivaires, en fait. Ouais. Un moustique qui est infecté, mais non pas infectieux. Parce que les avocats du diable vont te dire, ah oui, toi tu dis que c'est de la manipulation, mais c'est peut-être une réaction pathologique du moustique à l'infection. Je ne dis pas que c'est une manipulation, parce que non, mais c'est pas évident, parce que, par exemple, quand il est infecté par Wolbachia, qui n'est pas transmissible, le Aedes va aussi avoir
diminution de l'efficacité de piqûre. Donc, c'est peut-être une réponse assez globale à une infection. Mais ça, effectivement, ce sera… Si on arrivait à voir ce que tu dis, là, effectivement, un moustique qui est infecté mais qui ne transmet pas, on pourrait voir ça. Et il y a, excusez-moi, je dis juste un dernier truc et j'ai fini. Il y a un papier, je t'enverrai en fait, de quelqu'un qui avait fait ça. Et il y avait eu la bonne idée, en fait, il avait fait ça avec Plasmodium et moustiques, et il y a eu la bonne idée d'utiliser aussi des moustiques qui étaient infectés par une bactérie. Bactérie lambda qui n'est pas du tout transmise par des moustiques. Et en fait, ils avaient vu le même effet. Oui, j'ai vu ce papier. Ouais. Donc, voilà. Donc, je pense que si vous pouviez faire je sais pas, d'abonder un peu plus, en fait, sur… Mais c'est vraiment de super jolis résultats. En fait. Oui, pour savoir un peu, montrer que c'est… Est-ce que c'est un effet d'une sorte de pathogénèse du virus ou est-ce que c'est un effet de changement de comportement plus ciblé? Moi, j'y crois pas. Hein. Enfin, je pense que c'est de la manipulation, mais juste pour… voilà. C'est bon, Anna? Bon, Franck, tu peux y aller. Bonjour à tous. J'ai une question donc, sur tout ce qui est paramètre diminution de l'efficacité des piqûres. Et comme tu en dis, Julien, c'est une question qui concerne les protéines cellulaires. Je n'ai pas suivi beaucoup la bibliographie là-dessus ces derniers temps. Il a été démontré, notamment que Plasmodium et Anopheles, que l'expression de protéines salivaires était modifiée. Infecté, un effet infecté par rapport à un non infecté. Est-ce que sur AMS et Dingue, dans la bibliographie, il y a également ce genre d'informations? Et sinon, est-ce que toi, tu prévois à l'avenir d'expliquer potentiellement pourquoi par un volet de modulation de l'expression de protéines? Merci Franck. Ouais. C'est un petit peu coupé sur la fin, mais je crois que j'ai compris ta question. C'est est-ce que la régulation d'expression génique au niveau des glandes salivaires pourrait expliquer ce changement de comportement de piqûre? Que l'infection, le moustique module l'expression de protéines salivaires chez Alors, pour ce qui est des glandes salivaires, oui, on sait que l'infection module l'expression des protéines et de l'ARN au niveau des glandes salivaires. Ça, c'est certain. Au niveau de la salive, personne ne l'a fait pour l'instant, et je pense pour des raisons évidentes de limitation technique quant à la quantité de salive qu'on peut récupérer sur un moustique. Et ensuite, peut-être, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de piqûre. Alors, ça peut très bien être effectivement soit au niveau de la salive, donc la qualité de la salive, qui serait différente. Donc, du coup, changement, comme tu suggères, là, de qualité de la salive. On peut aussi imaginer que les organes sensoriels de type les antennes, le cerveau, ou même il y a des récepteurs gustatifs dans les glandes salivaires, sont modifiés par l'infection. Et du coup, le moustique se retrouve un peu moins sensible. Voilà, donc c'est les deux hypothèses pour l'instant qui me semblent les plus probables pour expliquer ça. Mais c'est vrai que d'aller jusqu'au mécanisme, ça demanderait, ce serait très intéressant, mais ça demanderait beaucoup de travail pour éliminer dans la salive, quantifier quelles protéines importantes, etc. Donc, c'est un projet intéressant, mais pour l'instant, pas à l'ordre du jour. OK. Il y a encore d'autres questions? Oui. Bon, je pense que nous sommes... Il y a Anne et Carlo qui ont levé la main. Ah, c'est Anne, bon, Carlos. Allez, bon, je prends la parole. Merci, Julien. C'était une super présentation. Moi, je vais juste compléter un peu dans l'idée de Franck. En fait, sur Anophel, ils ont
il a été montré il y a plusieurs années en fait, qu'il y a une protéine, la pyrase, qui avait un lien direct avec le comportement de piqûre du moustique. Ils avaient vu que c'était une relation inverse, c'est-à-dire moins il y avait d'apirase et plus le moustique allait piquer. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu les papiers, donc il faudrait voir. Mais c'est vrai qu'il y a eu sur le modèle Anophel, en fait, il y a eu quelques expériences qui ont montré ça, que le comportement à la piqûre était relié à la quantité d'apirase dans les glandes salivaires. Donc c'est vrai que ça pourrait être une explication et par exemple voir un peu les apirases chez les Aedes, qu'est-ce que ça fait si jamais le moustique est infecté ou non, par exemple. Oui, effectivement, les apirases, je crois que c'était un papier de l'équipe de Ribeiro et que les apirases sont, comme tu dis, la concentration d'apirases affecte l'efficacité de piqûre. Le comportement à la piqûre, donc c'est vrai que... On a fait je pense que les apirases sont régulées dans les glandes salivaires. On a fait dernièrement la protéomique des glandes salivaires de moustiques infectés et il y a plusieurs, parce qu'il y a les apirases, mais il y a aussi d'autres protéines comme les D7 et il y a différentes D7 qui ont un impact ou pas sur le comportement de piqûre. Enfin, il y a aussi les odorant binding proteins qui sont sécrétés, qui peuvent avoir un impact sur la détection. Donc ça peut être aussi quelque chose, il peut y avoir une protéine ou plusieurs ou un impact général. Et j'ai juste une autre petite question par rapport à l'exemple que tu disais de l'exemple personnel de toi et ta famille avec les moustiques. Du coup, tu n'as pas voulu vérifier ça d'un point de vue expérimental, par exemple en mettant plusieurs souris, tu vois, et essayer de voir un peu le comportement des moustiques quand il y a plusieurs autres qui sont disponibles, de voir le comportement des moustiques infectés et non infectés par rapport à la disponibilité du nombre d'hôtes. C'est une bonne idée, mais on n'a pas fait effectivement. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Bon, disons que c'est vrai que ton projet, il ouvre. Cette thématique ouvre plein de, plein de sous-projets. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, merci pour tes questions. Merci, Anne. Carlos? Carlos, à toi. Oui, merci. Très belle présentation, Julien. Très beau résultat. Félicitations. Merci. Et j'ai juste une question très naïve. Quel était l'âge de tes moustiques témoins et traitements, dans la mesure où le comportement du moustique peut changer en fonction de l'âge et que l'infection prend du temps? Est-ce que vous avez effectivement matché l'âge de vos deux traitements? Oui, tout à fait. Les moustiques ont poussé, infectés et non infectés, ont poussé ensemble dans les mêmes pannes. Comme pour les larves, on les a collectés ensemble. Ensuite, on les a séparés. On a fait un batch infecté, un batch non infecté, et on les a. Donc, les non infectés ont aussi eu un repas sanguin, mais sans virus. Et donc, on a observé l'impact sur le comportement à 10 jours après l'infection orale et après le repas sanguin non infectieux pour les contrôles. On a essayé de bien matcher ça. Très bien. Merci. Merci. Anna? Oui, merci. Et merci Julien pour la super présentation. C'est très beau résultat, oui. J'avais une question concernant la répartition des virus dans le moustique. Je suppose qu'il y en a partout. Mais est-ce qu'on s'y se concentrerait quelque part, et en l'occurrence dans le cerveau? Alors oui, on sait qu'ils sont partout. Le virus de la dengue vraiment infecte les muscles. Il y en a même dans les pattes. Donc vraiment, ils sont certainement présents à forte concentration dans les molymphes. On sait aussi qu'ils infectent les glandes salivaires. Ça, c'est nécessaire pour la transmission. L'équipe de Dimopoulos a aussi montré qu'ils infectaient les antennes, le cerveau. Donc voilà, il y a du virus partout. Mais ça semble aléatoire pour l'instant, d'après ce qu'on sait, ou en tout cas, il n'y a rien qui montre autre chose que de l'aléatoire autre que les salivaires. Pourquoi est-ce qu'ils infectent les glandes salivaires plus ou moins que les autres? autres? Non, ce que je veux dire, est-ce qu'il y aurait une concentration plus élevée dans certains organes, autres que les glandes salivaires, qui montrerait que ça se concentre en fait dans certains organes? Oui, ça pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a pas, effectivement, je vois l'intérêt de ta question, c'est que si c'est plus dans le cerveau, certaines parties du cerveau, effectivement, on pourrait se dire que ça a un impact sur le comportement. Mais ça n'a pas été mesuré pour l'instant.
Pour l'instant, ce qu'on pense, c'est que le virus va un peu partout, il infecte un peu tout, et voilà. Et peut-être ça serait intéressant de voir effectivement si dans le cerveau, il est plus dans certains lobes, etc., même si la cartographie des neurones chez le moustique est encore faible, mais ça commence à... Ouais, ça progresse, et puis en particulier chez Egypti, donc ouais, ça pourrait être rigolo. C'est intéressant, effectivement, c'est une remarque intéressante. Merci. Ok, merci Anne. Karine? On t'entend pas. Ouais. Bonjour Julien, et merci beaucoup pour ta présentation. Félicitations pour le boulot, et surtout, je comprends à Benjamin pour sa patience. C'est vrai, high throughput phénotypique, phénotypage. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, les applications pour notamment ce qui se passe pour les anophèles, ça pourrait être vraiment intéressant de développer ça. Ma question, c'est par rapport en fait à l'évaluation de ton R0 pour les moustiques donc, infectés, surtout du fait du comportement de probing non efficace que tu notes. En fait, c'est juste par curiosité, quels sont... j'imagine que tu as pris donc un... Parce qu'en fait, si jamais le moustique va piquer plus d'hôtes, j'imagine la base de ton hypothèse, et il va piquer plus d'hôtes, donc il va, pour pouvoir trouver un repas sanguin, pour pouvoir, disons, avoir un repas sanguin, on va dire, une piqûre efficace qui le mène à avoir un repas sanguin. Donc, combien d'hôtes tu as, disons, à les piquer avant d'avoir ce repas sanguin, et pourquoi, quelle hypothèse tu as fait derrière, et aussi est-ce que tu as considéré que plus le moustique allait multiplier le nombre d'hôtes avant d'avoir une piqûre, disons, efficace, plus il a de chances de se faire aussi tuer, en fait, ouais, voilà, par ces hôtes, quoi. Donc, comment tu as pris tout ça en compte pour arriver à ce chiffre-là dans ton modèle, en fait, de fois 4,5, si je me souviens bien. Ouais, x3, ouais. Ouais, bon, ça, c'est Benjamin, donc vous pourrez lui poser des questions. Non, je rigole directement. Non, je rigole. En fait, je pense on n'a pas pris en compte, on a fait un modèle. J'ai essayé de comprendre ce que Benjamin avait fait. Donc, si Benjamin, là, je ne sais pas s'il a des commentaires. Il doit être sur le Présode, là. Ah oui, oui. Ouais. Mais en gros, c'était un modèle assez simple et classique. Donc, ça ne prend pas en compte le risque augmenté si le moustique pique plus. Et effectivement, je suis parti de l'hypothèse que chacune des piqûres, des tentatives de piqûre étaient sur un hôte différent. Ce qui a été documenté par une autre étude, je ne sais plus exactement qui est l'auteur, mais ils avaient fait ça. Ils avaient fait un moustique infecté. Ils montraient que s'il le dérangeait, un moustique, s'il le dérangeait, il n'était pas infecté, il allait piquer un autre hôte. Ils avaient fait ça sur des humains, il me semble, et voilà, s'il était dérangé, il va piquer un autre hôte, il va pas, s'il y a un autre présent pas loin. Oui, mais s'il n'est pas dérangé, ce n'est pas dit qu'il aille piquer sur un autre hôte, quoi. Mais justement, là, c'est sûr. Ça reste des hypothèses, ça reste la limite du modèle. Après, je pense qu'il faut en retenir le triplement, c'est lié au modèle, donc il est basé sur un modèle mathématique, mais il est basé aussi sur notre modèle de petites cages, etc. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de raccourcis qu'on a pris ici. Mais ce qu'il faut retenir, ce qu'on met dans l'étude en avant, dans le papier, c'est qu'il y a un effet et que cet effet augmente la transmission. Donc, de façon certainement significative. Potentiellement, en tout cas, le sticking and biting, biting altération, oui. Enfin, potentiellement, je sais pas, c'est pas vraiment démontré, quoi. Alors que host sticking, ok. Si effectivement il est plus efficace à trouver l'hôte,
Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est Oui, effectivement. il faut qu'il pique plusieurs autres. Mais ouais, on n'a pas l'expérience que Anne suggérait, serait pas mal, effectivement. Ouais, On met effectivement. 3 souris dans une cage dessus et on regarde s'ils vont sur les 3 souris ou pas. Et s'ils Ouais. transmettent à 3 souris. Mais bon, là, ouais. Ouais, voilà. OK. Non, c'était tout. Merci beaucoup. Merci. Merci, Karine. On va Masseva. Oui, bonjour. Une question. Bon. Je me demandais juste, là, tu t'es intéressé à des moustiques infectés et non infectés, mais je me demandais côté hôte, est-ce qu'un hôte infecté n'est pas manipulé par le moustique, par le virus, et qu'à ce moment-là, tout ce qui est paramètres que tu décris, à savoir le CO2, les odeurs, tout ça, ce sont des paramètres qui ont été déjà regardés. Alors, sur la dengue, non, mais sur le plasmodium, et les experts du plasmodium me contrediront si je me trompe, mais il me semble que sur le plasmodium, ça a été observé que, en fait, l'attraction des moustiques non infectés sur un hôte infecté est augmentée. Donc, l'odeur, je ne sais pas, le CO2 peut-être, je ne sais pas si on sait exactement quels paramètres changent, mais sur le plasmodium, on le sait. Sur la dengue, on ne sait pas. Et on pourrait utiliser le même essai à haute résolution là, pour regarder ça. Tout à fait. Ok, très bien. D'accord. Nicolas? Juste une petite remarque. Merci Julien, c'était passionnant. Merci. Ouais, une remarque sur l'interprétation des résultats du modèle à la fin. En fait, moi, je suis un peu gêné en fait par la conclusion en elle-même, hein, pas par les résultats du modèle ou quoi, mais le fait de dire que les changements de comportement triplent le taux de transmission. Enfin, sachant que tu compares à un comportement de base qui est celui d'un moustique non infecté, donc de toute manière qui ne transmet pas, tu vois, je l'interpréterais plus en termes de contribution du changement de comportement au niveau de transmission de la dengue, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, là où vous avez calé pour avoir 2,5 de R0 sur le moustique non infecté, il aurait peut-être fallu caler à 2,5 sur les moustiques avec le comportement altéré, celui de moustique infecté, et de regarder quel serait le niveau de transmission s'ils avaient un comportement de moustique non infecté. Et là, tu vois la contribution du changement de comportement lié à l'infection sur le niveau de transmission de ta maladie, quoi. Et je pense qu'il faut faire attention à cette conclusion-là, qui n'a pas de sens, en fait, parce que les moustiques, il n'y a que les moustiques infectés qui transmettent, et les autres, non, quoi. Oui, peut-être l'interpréter plus en termes de contribution du changement de comportement au niveau de transmission, quoi. Et dire que c'est un paramètre hyper important dans le niveau de transmission de cette maladie, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Si on prend 2,5 comme ce qu'a observé sur le terrain, s'il n'y avait pas l'effet, la contribution du changement de comportement, on arriverait à quelque chose en dessous de 1 peut-être. Ah, c'est ça. Et du coup, pas d'épidémie. Ouais. Oui, merci de ta remarque. OK. D'accord. Merci une fois de plus, Julien, pour ce Merci à tous. séminaire. En fait, je rappelle à tous ceux qui ont envie de suivre le séminaire et ceux qui n'ont pas pu assister au séminaire, vous retrouverez l'enregistrement sur le site Mivegec. Donc, d'ici la semaine prochaine, je pense, sera déjà effectif. Et on se retrouve au prochain séminaire dans 2 semaines, je pense. Bon appétit à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir. Cool. Moi, je vais envoyer à Maxime.